Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour cette première vidéo de l'année 2024. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux et toutes les meilleures choses pour votre vie, votre santé, vos projets, etc. Pour la première de l'année, je suis sur le terrain et je suis à Ambleteuse. Nous sommes le 4 janvier. Donc c'est la toute première sortie. Il a fait un temps assez affreux ces derniers temps. Donc là, c'est la première fenêtre de tir que j'ai eue. Et donc, me voilà dehors. Vous voyez derrière moi le fort d'Ambleteuse, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la région. Et pour cette première vidéo de l'année, j'avais envie de vous parler. En fait, on est sur le terrain, mais je vais vous parler de matériel. Pourquoi? Car ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Le but, c'est de partir d'un constat que j'ai fait avec les années. Et que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, je reçois énormément de questions en fait sur du matériel pour notamment l'achat, vous savez, de boîtiers et aussi d'objectifs. Et le but, ça va être de déconstruire une idée reçue que beaucoup de débutants ont, c'est qu'il faut forcément avoir un appareil photo qui coûte quand même assez cher, etc. pour faire de belles photos. Et on va déconstruire ça dans cette vidéo, car plus que le matériel, c'est vraiment votre savoir-faire, vos compétences qui vont définir la qualité de vos photos, que ce soit votre composition, votre technique, votre créativité, etc. Donc c'est de ça dont on va parler. Donc pour ce faire aujourd'hui, exit mon setup paysage habituel, mon Sony Alpha 7 IV, mon 1635 2.8 GM, un kit à plus de 5000 €. Moi c'est mon kit pro entre guillemets de travail. Mais aujourd'hui on va partir sur un setup bien moins haut de gamme pour déconstruire un petit peu cette idée. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon sac. Bon, forcément, il y a mon fidèle destrier, le Léo Photo Poséidon, mais c'est pas lui qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et voilà, hop là, mon bon vieux Fujifilm X1610, mon compagnon d'amour, on va dire. Mais voilà, c'est pas le boîtier que j'utilise principalement, même si je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Un excellent boîtier pour du paysage, mais le candidat du jour, c'est bien lui, l'objectif, le T-Artisan 10 mm f2, un équivalent 15 mm en plein format. Et cet objectif, c'est vraiment, mais alors vraiment pas du haut de gamme, un objectif vendu un peu plus de 200 €, 219 € je crois. Je l'ai reçu hier. Je ne pense même pas qu'au moment où je vous parle, il est disponible à la vente. J'ai vu qu'il était en précommande, mais je ne sais pas s'il y en a qui l'ont reçu. T-Artisan me l'a envoyé, je l'ai reçu hier matin. C'est la toute première fois que je l'utilise. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va faire des photos avec. C'est un setup donc à en gros 1200 €, très loin du setup qui me filme ici. Coucou mon doigt, à plus de 5000 €. Et l'objectif, ça va être de vous montrer que ce soit avec ça ou avec ça, en fait, je peux faire exactement les mêmes photos, on va dire. Bien évidemment, on va un petit peu nuancer tout ça à la fin, car on rentrera à la maison et on en discutera. Mais en attendant, allons-y et faisons des photos avec ce petit combo. Alors la première chose à faire, c'est déjà de préparer le setup et d'abord de mettre l'appareil photo sur le trépied. Vous remarquez peut-être aussi que sur le XS10, j'ai installé un L-bracket pour switcher rapidement de la position verticale à horizontale et inversement. Deuxième chose indispensable, préparer ma pochette de filtre Nisi pour pouvoir mettre notamment mon porte-filtre et le tout sur le trépied. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. L'objectif pour moi, c'est de trouver le bon spot et de trouver notamment un endroit où je pourrais trouver à la fois un premier plan, une bonne dynamique de vague et surtout un bon travail de la lumière pour mettre en avant notamment le fort et le soleil. Vous le devinez à ma manche qui est mouillée, j'ai pris précédemment une vague, donc j'ai bien essuyé tout le matos. Et ensuite, il est temps de mettre mon filtre GND, en l'occurrence ici un GND8 Medium pour bien équilibrer l'exposition du ciel. Maintenant, je me concentre sur la composition et notamment sur le cadrage en vérifiant bien les bords et que l'horizon soit le plus droit possible. Et je sers bien surtout la rotule du trépied. Maintenant, je fais quelques clichés en rafale pour vérifier que la vitesse d'obturation colle bien avec le mouvement des vagues. Après ces premiers tests, je décide de changer de composition car je n'étais pas pleinement satisfait de ce premier jet. En effet, je trouvais qu'il y avait trop de vide sur le premier plan à gauche au niveau du rocher. Donc j'ai décidé de bouger et pour ce faire, il y avait un angle qui me plaisait, mais c'était un petit peu bancal, donc il a fallu que j'ajuste le trépied pour le mettre au-dessus de ces deux rochers. Et pour avoir ma troisième jambe dans le vide, il fallait que je descende et que je déverrouille la troisième jambe pour venir mettre tout ça en équilibre. Bien évidemment, à chaque fois, je vérifie que le tout tienne bien. Cette nouvelle composition me plaît bien plus et en prime, le soleil commence à faire son apparition.
Ça y est, le soleil commence à sérieusement faire son apparition et là, ça commence vraiment à devenir très intéressant. En même temps, je suis très vigilant au mouvement des vagues car c'est marée descendante et petit à petit, les vagues sont de moins en moins fortes. C'est pour ça que je regarde beaucoup derrière moi pour voir s'il n'y a pas un meilleur spot qui pourrait s'offrir à moi. Après quelques instants d'observation, je décide de bouger et de changer de spot pour aller vers un endroit où les vagues sont plus dynamiques, où il y a plus de mouvement. Bien évidemment, quand c'est comme ça, je fais très attention car les rochers sont mouillés et avec en plus ma tenue de pêcheur, c'est vrai que ça glisse pas mal. Donc le mot, c'est toujours vigilance, vigilance. En avançant, je me rends compte très rapidement sur ma gauche qu'il y a une petite dépression avec ce rocher dedans. Je trouve que c'est vraiment sympathique. Donc je décide de poser mon trépied, on va bien voir ce que ça donne. Une fois ce nouveau spot trouvé, il convient de trouver la bonne composition. Quand c'est comme ça, je bouge énormément avec le Live View activé et je regarde à travers l'écran quelle est la composition qui me plaît le plus. Et une fois que j'ai trouvé, il s'agit maintenant de bien régler mon appareil et surtout de bien régler la rotule pour avoir la composition la plus propre possible. Et quand c'est comme ça également, je n'hésite pas à ajuster les jambes du trépied. Une fois que c'est fait, il faut que je règle maintenant le bracketing car le soleil commence à méchamment sortir et si je veux avoir une bonne exposition, il faut que je fasse différentes expos pour ensuite fusionner le tout en post-traitement. Une fois ma série de photos réalisée en bracketing, je change de position et passe en vertical. Bien évidemment, quand c'est comme ça, on tourne à 90 degrés le filtre GND, mais aussi le filtre polarisant pour obtenir le même effet de polarisation. Finalement, je ne suis pas vraiment convaincu par cette position verticale et je repasse en horizontal, sachant que la lumière est franchement intéressante, donc je n'ai pas envie de perdre mon temps. Au bout d'un moment, je décide de bouger et de descendre. Pour ce faire, je règle mon trépied que je vais mettre sur la position la plus haute. Donc je règle les 3 jambes et je vais descendre. Je précise que j'ai ma tenue de pêche, donc je peux aller tranquillement dans l'eau. Je ne sentirai pas ni le froid ni l'humidité. Donc je descends, je fais bien attention à ne pas glisser. Mon trépied est réglé au plus haut. Ça faisait un moment que j'observais la petite cuvette et avec la marée descendante, j'avais bien vu que les vagues étaient moins puissantes. Cependant, avec cette superbe lumière, j'avais vu cet amas de rochers et surtout ce très beau mouvement d'eau. C'est l'occasion pour moi de jouer avec ces mouvements avec une vitesse d'obturation adaptée. À ce moment-là, je suis à ISO 160 f8 et 1/6 de seconde. C'est une vitesse idéale pour légèrement flouter ces mouvements de vagues. Et le plus important pour moi, c'est de faire des rafales pour avoir la bonne photo. Rapidement, je décide de nettoyer mon filtre GND car avec les embruns, il y a tout plein de petits dépôts qui s'accumulent sur le filtre, ce qui peut entraîner des flares, etc. Enfin bref, des problèmes. Donc régulièrement, il faut penser à passer un petit coup de lingette et maintenant c'est reparti pour un tour. Bon ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut, je remets mon gant et surtout je remonte. Je fais bien attention à ne pas glisser en remontant car ces cailloux sont de vraies saloperies. Et en remontant, je décide de gagner du temps et de replier mon trépied. Et je vais aller me mettre un petit peu plus loin, là où ça glisse moins et là où je pourrais me faire un petit reposoir pour ranger tout mon matos, le nettoyer et après rentrer. Bon ben les amis, je crois que ça y est, hein. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai la goutte au nez, j'ai les mains un peu fraîches, hein, là, avoir rangé tout le matos. Et ben maintenant, je crois qu'il est temps de rentrer à la maison, de se faire couler un bon café chaud, et puis de passer devant l'ordi et de regarder un petit peu les photos qu'on vient de faire.
maintenant que j'ai un bon café, je peux commencer à charger mes photos et à les sélectionner. Et en regardant rapidement, il y a une photo qui me plaît bien plus que les autres. Je décide de commencer à l'éditer d'abord dans Lightroom, puis ensuite dans Photoshop. Et je termine le tout dans la Nik Collection. Une fois que j'ai terminé, je renvoie le tout dans Lightroom et je pense qu'il est temps de vous montrer tout ça. Bon voilà les amis, ça y est, la photo est éditée. Elle m'a pris un peu de temps, je vais pas vous mentir, car il y avait certaines choses qui étaient un petit peu compliquées. Mais voilà, vous découvrez la photo. C'est une photo comme j'ai un peu l'habitude de faire. Alors quand je dis quand j'ai l'habitude, c'est surtout ce que j'aime faire. On est sur de l'ultra grand angle, donc un équivalent 15 mm en plein format. Donc là c'est le 10 mm f2 de Tétartisan pour Fujifilm X, monture APS-C. Et donc, ce que je voulais faire surtout avec cette photo, c'était de jouer avec la lumière, jouer avec le mouvement de l'eau, avoir cet effet de dynamisme et en même temps valoriser le fort d'ombleteuse. Et donc voilà, ça c'est la photo que je vous propose et c'est celle que j'ai sélectionnée dans toute ma série. Alors, quand je regarde cette photo, moi je l'ai sur l'écran face à moi, ben finalement, cette photo, elle est dans la continuité des photos que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, quand je la regarde, je me dis pas, oh bah dis donc, elle est moins bien que les photos que je fais avec mon combo Sony A7 IV et Sony 1635 GM. Pourtant, on est sur un combo qui coûte 5 fois moins cher. Pourquoi ? Tout simplement car au-delà du matériel, et je le répète, l'objectif que j'ai, c'est un objectif qui coûte là à peine plus de 200 €. Parce que le plus important, et c'est ça en fait la chute, et pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est que ça n'est pas le matériel, car vous voyez, avec un setup qui est bien moins coûteux, et bien en fait j'arrive à sortir un cliché que j'aurais sorti de la même façon avec mon setup habituel. Pourquoi ? Car pour moi, en fait, tout cela repose sur 4 piliers qui sont bien plus importants que le matériel. Il y en a certains dans ces piliers qui sont un peu plus propres à la photo de paysage et il y en a qui sont propres à la photo en général. Et je pense qu'il faut qu'on parle de ces 4 piliers pour prendre un petit peu de recul sur la place du matériel dans notre pratique de la photo. Alors le premier pilier, c'est quoi ? Là, c'est vraiment propre à la photo de paysage, c'est tout ce qui touche à l'anticipation, c'est-à-dire que cette photo, c'est le fruit, entre guillemets, minutieux d'une préparation. À chaque fois que je fais une sortie photo de paysage, je prépare vraiment à chaque fois ma sortie. Qu'est-ce que je vais regarder ? Tout d'abord, forcément, la météo. Oui, car on est en décembre, on est en janvier, il faut que je m'y fasse. On est en janvier et c'est vrai que les conditions météo en ce moment sur la Côte d'Opale sont vraiment affreuses. Et là, il y avait quand même une petite fenêtre de tir très courte qui durait quelques heures, mais j'ai décidé de la saisir. Deuxième chose, c'est la position du soleil par rapport à l'endroit que je souhaitais photographier. Et donc là, le village Ombleteuse, pour un lever de soleil en hiver, était vraiment pour moi le spot idéal. Là, j'utilise notamment Photopills pour me repérer. Et puis, enfin, troisième chose très importante au niveau de l'anticipation, c'est le niveau des marées, les coefficients. Pourquoi ? Car, tout simplement, le même endroit avec des coefficients différents, avec une marée haute, une marée basse ou une marée intermédiaire, tout simplement, je n'aurai pas du tout, mais alors pas du tout le même spot, ni les mêmes lieux qui seront accessibles. À marée haute, tout simplement, il y a quasiment rien, surtout avec des gros coefficients, qui est exploitable. Le fort est vraiment presque entouré. À marée totalement basse, les zones qui m'intéressent avec les rochers sont complètement dégagées et l'eau en fait est vraiment au niveau du sable. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont les marées intermédiaires, c'est-à-dire quand je suis vraiment entre le niveau de la haute mer et le niveau de la basse mer, quand la marée monte ou quand elle descend. Et là, en l'occurrence, la marée était descendante et on était entre à peu près la marée haute et la marée basse. L'eau était à peu près dans les rochers qui m'intéressent. Ça, à nouveau, si je n'avais pas regardé ça et que je m'étais pointé au petit bonheur la chance et que ça avait été marée haute ou marée basse, tout simplement, j'aurais pas pu faire cette photo. Donc j'en avais très largement parlé déjà sur la chaîne, vous avez toutes les vidéos, vous pouvez aller chercher, mais l'anticipation, c'est pour moi fondamental et sinon, je n'aurais pas pu sortir cette photo. Deuxième chose très importante, et ça, vous l'avez peut-être vu dans la phase terrain, c'est tout simplement d'avoir un œil affûté et d'avoir aussi l'habitude de composer ses photos. Et là où c'est très difficile, c'est notamment à l'ultra grand angle. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la composition, quand je parlais notamment de la règle des tiers pour venir un petit peu cadrer. Parce que, et ça c'est quelque chose, j'en ai discuté avec certaines personnes, quand on fait de la photographie de paysage à des focales très très larges, ça n'est absolument pas pareil de composer que quand vous êtes à du 35 ou du 50 mm, car l'ultra grand angle, le plus difficile, c'est de remplir le vide. Donc pour ça, il faut structurer un petit peu sa composition.
temps, et donc il faut avoir l'habitude, c'est pour ça qu'il faut affûter son œil, et moi je passe mon temps en fait sur le terrain tout simplement à observer autour de moi. Vous ne le voyez pas sur les vidéos en fait POV comme on dit. Pourquoi? Parce que tout simplement la caméra, moi elle est sur mon torse et que vous voyez pas ma tête. La prochaine fois je pense que c'est là où c'est intéressant pour moi, je pense que la prochaine fois je mettrai la caméra sur la tête, comme ça vous verrez tout simplement ce que je regarde et j'observe énormément ce qu'il y a autour de moi. Je regarde l'environnement, je regarde les rochers, mais surtout je regarde le mouvement de l'eau. Et là, vous voyez par exemple sur cette photo, c'est à force d'observer les vagues autour de moi que j'ai vu qu'il y avait ce petit plateau qui était en train de se libérer avec la marée descendante et que ça venait parfois taper et ça faisait des dynamiques sympas. Mais ça, c'est parce que justement j'ai observé. Et après, c'est une question de placement, savoir se placer pour tout simplement organiser les éléments. Là, vous le voyez, vous avez plutôt le soleil sur la partie supérieure droite, le fort sur la partie supérieure gauche, et surtout j'ai mon premier plan qui est vraiment la star de ma photo, c'est l'eau, et donc pour ça il faut apprendre à composer, mais tout ça repose avant tout sur un placement, savoir où je vais venir me positionner, dans quel angle je vais mettre mon appareil photo, etc. Et ça, vous voyez, vous pourrez avoir tout le matériel que vous voulez, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, tout simplement ça ne va pas fonctionner. Troisième chose qui est aussi très importante, et vraiment très importante, c'est la technique, c'est de savoir maîtriser des techniques photographiques qui vont vous permettre tout simplement de repousser les limites techniques, notamment de votre appareil photo. Je vous donne un exemple pour le coup très concret. Cet appareil photo, donc c'est un Fujifilm X-S10 avec un objectif manuel vraiment pas haut de gamme du tout, c'est vrai qu'il faut ruser pour essayer de sortir le meilleur de ce setup. Mais vous voyez, quand je regarde la photo, je me dis pas qu'elle a été faite avec justement un setup vraiment plutôt entrée de gamme. Alors attention, le boîtier il n'est pas du tout entrée de gamme, mais l'objectif c'est le cas. Et en attendant, comparé par exemple au boîtier que j'ai l'habitude d'utiliser, le XS10 c'est quand même un cran en dessous. Pourquoi? Car derrière, même si le boîtier par exemple est moins capable, car le XS10, et là-dessus on va être très clair, il est moins bon du point de vue de la dynamique, il est moins bon du côté de la montée en ISO par rapport à mon Sony A7 IV. Ça pour moi, ça n'est quand même pas un problème, et ce manque de dynamique, par exemple, dans certaines situations, je peux largement le compenser. Ici par exemple, comment j'ai fait? En utilisant des filtres GND, en l'occurrence un filtre GND. Le GND me permet de venir compenser la surexposition du ciel, donc ça déjà c'est quelque chose que j'utilise en permanence, que ce soit avec le Sony ou avec le Fuji. Et puis ensuite, c'est le fait d'avoir fait du bracketing, donc d'avoir fait plusieurs expositions pour récupérer de l'information dans le ciel et ensuite surtout me concentrer sur l'exposition de mon premier plan, et le tout après est assemblé en post-traitement. Mais en attendant, par la maîtrise de ces techniques de prise de vue, des techniques photographiques, ça me permet, vous voyez, de sortir une photo où je n'ai pas un ciel qui est complètement cramé ou alors un premier plan qui est complètement sous-exposé. Et cette photo, d'un point de vue exposition, elle n'est pas moins bien exposée, par exemple, que si je l'avais faite avec le Sony Alpha 7 IV. Pourtant, son capteur est plus capable du point de vue de la dynamique. Tout ça pour dire que la technique, c'est quelque chose qui est important, ça n'est pas une fin en soi, mais tout ça pour dire qu'on peut repousser les limites techniques, en tout cas de capacité d'un appareil photo, en utilisant de la technique, et ça, à nouveau, c'est fondamental. Et la différence entre le Sony et le Fuji, vous voyez, moi j'arrive à sortir les mêmes choses, pourtant le soleil était quand même très haut et très puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Sony, il offre plus de marge, il offre plus de confort, et surtout, si vous loupez un petit peu, il vous laisse plus de marge de manœuvre, de marge d'erreur, on va dire. Là où le Fuji, il pardonnera moins. Mais d'où l'idée de savoir faire ce qu'il faut quand il faut pour justement sortir la bonne photo. Et enfin, il y a la quatrième et dernière chose qui pour moi est vraiment fondamentale. Cette quatrième et dernière chose, c'est l'édition. Car la photo brute en elle-même, elle a déjà ses défauts et surtout elle ne suffit pas. Le RAW a ses limites, notamment du point de vue de l'exposition, et le fait de maîtriser les techniques d'édition va me permettre de tirer tout le potentiel pour arriver à l'image finale. Si je vous prends cette photo par exemple, premier problème qu'il y avait, c'était le problème du flare, et ça on en reparlera du coup sur le test, et c'est très instructif parce que c'était ma première sortie avec ce tétartisan là, ce 10 mm. Quand vous avez une source de lumière qui est transversale, ça crée un flare en forme d'arc, même plusieurs flares en forme d'arc sur le côté, et donc là c'est quelque chose que j'ai retrouvé sur les photos, et donc ça j'ai pu le rattraper. Alors un jour je vous expliquerai comment on peut l'enlever sans les outils de gommage de Photoshop ou quoi. Le flare, hop, il y en a plus. Deuxième chose, c'est un objectif aussi qui a des distorsions, donc ça c'est normal, surtout sur de l'ultra grand angle, et puis aussi car là c'est du défaut optique, et en plus ça n'est pas un objectif qui est pris en charge notamment via les modules dans Lightroom ou par exemple dans PureRAW.
€. Donc il a fallu un petit peu redresser tout ça. Par exemple, le fort, je l'ai un petit peu redressé, mais ça aussi c'est de l'édition. Et puis également, c'est un objectif qui a aussi ses limites du point de vue du piqué. Donc il est forcément moins piqué qu'un Sony GM. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, pour la différence de prix. Mais là aussi, quand je regarde la photo, elle croustille quand même. Pourquoi ? Parce que grâce aux outils d'édition, on peut retrouver du détail. Donc ça aussi, c'est très important. Et au global, cette photo, quand je la regarde, je me dis pas « Ah bah dis donc, c'est mou, ça manque de détails, etc. » Non, et je pourrais l'imprimer, il n'y aurait pas vraiment de problème. Et puis surtout, du point de vue de l'exposition, l'édition m'a permis de tirer profit de la technique, le point numéro 3 dont je vous parlais, et d'assembler, de faire ce qu'on appelle du blending pour récupérer le maximum d'informations, à la fois dans les ombres et puis dans les hautes lumières, et d'arriver avec une photo qu'on appellerait HDR, donc High Dynamic Range, donc une photo où on va étendre la plage dynamique en fusionnant différentes expositions. C'est ce qui m'a permis de rattraper de l'info dans le ciel notamment, tout en gardant donc ce premier plan qui était suffisamment exposé. Et une fois que vous faites tout ça, que moi je passe dans Lightroom puis dans Photoshop et que je fais mon travail d'édition, ben j'arrive à cette photo et vous voyez tout simplement avec ce petit setup j'ai réussi à sortir une photo que j'aurais pu sortir normalement avec mon Sony qui coûte 5 fois plus cher. Conclusion de cette vidéo, et là je m'adresse surtout aux personnes qui débutent la photo et peut-être la photographie de paysage en particulier, tout ça pour vous dire que le matériel, bien évidemment que ça a son importance, et là vous allez peut-être vous dire ouais mais dans ce cas là pourquoi est-ce que tu shootes avec un boîtier et un objectif à tous les deux qui coûtent plus de 5000 € alors que tu nous dis que tu peux faire pareil avec un setup à 1200. Il y a quand même des choses sur lesquelles le setup à 5000 € est meilleur. Là-dessus, c'est indéniable. Si je reprends le capteur du Sony, par exemple, oui, il monte mieux en ISO, oui, la plage dynamique est meilleure, ça c'est indéniable. Et au quotidien, je vais pas vous mentir, ça m'apporte plus de marge, plus de facilité, là où j'ai moins de marge de manœuvre, par exemple, avec le Fuji, même si vous vous rendez compte à nouveau que ce n'est pas un problème en soi. Deuxième chose, si je prends les optiques, forcément, on peut pas comparer un objectif à 2000-2500 € et puis un objectif à 200 €. Oui, le T-Artisan, c'est sûr qu'il ne peut pas rivaliser avec le Sony GM. À nouveau, encore une fois, tant mieux et c'est bien normal. Et donc, c'est vrai que moi, dans le cadre notamment de mon travail professionnel, j'ai besoin d'une photo qui, dès le départ, est vraiment très très nette, bonne homogénéité, peu de flair, peu d'aberrations chromatiques, peu de distorsion, etc. Et c'est ce qu'apporte notamment le Sony GM. Donc certes, et là-dessus on va pas se mentir, le setup plus cher m'apporte plus de confort, plus de qualité, mais l'écart de prix est quand même assez considérable. Et le plus important, c'est de se dire que, vous voyez, quoi qu'il arrive, je peux quand même arriver au même résultat. C'est pour ça que je vous invite à prendre peut-être du recul. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors c'était toujours le cas, mais aujourd'hui peut-être encore plus, les marques rivalisent d'ingéniosité pour tout simplement cultiver en vous l'envie d'acheter. C'est ce qu'on appelle le marketing et de vous faire croire tout simplement que vous avez besoin de ce matériel, qu'un appareil photo plus cher vous fera faire de meilleures photos, qu'il dopera votre créativité. La réponse est clairement non. La seule chose qui fera de vous un ou une meilleure photographe, c'est quoi ? C'est de maîtriser les 4 piliers dont je vous ai parlé. Si vous maîtrisez ces 4 points, vous pourrez aller bien plus loin et vous pourrez renouveler votre pratique de la photo et peut-être que votre matériel photo actuel, vous allez peut-être le redécouvrir peut-être différemment. Et puis dernière chose, si vous devez changer le matériel, n'oubliez pas, il vaut toujours mieux investir dans les optiques car c'est ça qui fait avant tout et surtout la qualité d'une photo plutôt que l'appareil photo, même si un appareil photo, un nouveau boîtier peut vous apporter des nouveautés sur la vidéo, sur l'autofocus, etc., etc. Enfin bref, donc c'était une petite vidéo, j'avais envie de la faire depuis longtemps. Je ferai bientôt une vidéo dédiée sur le Fujifilm pour la photographie de paysage, mais en attendant, le but c'était avant tout et surtout de prendre un petit peu de recul sur notre pratique de la photographie. En attendant, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez, si vous avez un avis, si vous avez, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Cette année, parce que là c'est la première vidéo de l'année, il va y avoir des tas et des tas de contenus qui vont arriver, notamment de nouveaux formats, etc. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. L'environnement a un petit peu changé, j'ai complètement réorganisé mon bureau, notamment pour créer tous ces contenus qui vont arriver. Enfin bref, donc cette nouvelle année va apporter son lot de changements et surtout une accélération sur la chaîne. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et bien en attendant, je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.